Fondelat. En mai 2021, dans la région de Reims, Rudy Carlin enlève Justine, 19 ans. Il l'enlève et il la viole. Et il tue d'un coup de fusil son petit copain Alexandre. Et là, on s'aperçoit que le gars qui a 41 ans a passé la moitié de sa vie en prison. Jusqu'ici, c'était un voleur multirécidiviste. Il vient de franchir un nouveau palier. Ouvrons ensemble la code B du dossier d'instruction de Rudy Carlin. Europe 1, Christophe Fondelat. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Fondelat raconte. Cote B sur Europe 1. Le 27 mai 2021, Rudy Carlin file au volant d'une Audi A5 volée. Il a un fusil sur le siège passager. Il prépare un mauvais coup. Et voilà qu'il croise un couple sur un parking. Et il est subjugué par la beauté de la jeune femme. Il la veut. Alors il se gare. Il commence par tirer sur le garçon. Et ensuite il enferme la jeune femme dans le coffre de sa voiture. Et il s'en va. Elle s'appelle Justine. Elle a 19 ans. Il la viole dans la nuit. Et il la relâche au petit matin à 200 mètres d'une gendarmerie. Le petit copain Alexandre, lui, meurt des suites de ses blessures dans l'après-midi. Il avait 20 ans à peine. Le soir même, les gendarmes du GIGN interpellent Rudy Carlin. En garde à vue, il reconnaît l'enlèvement et le viol de Juliette, mais pas le meurtre de son petit copain Alexandre. Rudy Carlin répète qu'il voulait seulement le menacer, lui faire peur. Il est placé en détention et mis en examen pour meurtre, enlèvement et viol. Je ne connaissais pas personnellement Monsieur Rudy Carlin. Je n'avais jamais assisté. Par contre, son nom apparaissait souvent au tribunal. Elisabeth Rota Gualtieri, avocate de Rudy Carlin. Je l'ai découvert en fait avec cette affaire dans le cadre d'une permanence pénale, puisque j'interviens, je suis sur la liste des avocats qui peuvent être commis d'office. Et ce jour-là, eh bien, c'était moi qui étais de permanence. On m'appelle en m'indiquant simplement qu'il y a un dossier qui est ouvert suite à des faits criminels. Quand on m'appelle, on ne me donne pas plus d'informations. Je me rends donc au tribunal aussitôt et là, la greffière me remet l'entier dossier. Et c'est là, en regardant le dossier, que je vois le drame, les drames dans ce dossier. Bien, monsieur Carlin. Vous êtes placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance pour meurtre, enlèvement et viol. Bon, vous connaissez la maison, qu'est-ce que vous avez à dire? Écoutez, je suis sorti de prison depuis un peu plus d'1 an. J'étais chez des potes. Je leur ai tiré leur voiture et un fusil. J'avais un casse en tête en Belgique. Et ce viol alors? Pourquoi? Je suis pas comme ça, moi. Voler, cambrioler, ça me ressemble, mais faire du mal à une femme, ça me dégoûte. C'était une pulsion. J'avais envie d'une fille. Oh, la pauvre. Mais comment j'ai pu faire ça? J'avais tellement honte que je l'ai relâché sur un rond-point, pas loin de la gendarmerie. Et le jeune homme, alors? Qu'est-ce qui s'est passé avec le jeune homme? Je l'ai menacé avec le fusil. J'ai dit à la fille de monter dans le coffre. Elle a demandé à son petit copain de faire quelque chose, alors il a fait un geste vers moi. J'ai stressé. Le coup est parti tout seul, quoi. Je voulais lui faire peur, c'est tout. Et puis il a attrapé son téléphone. Alors je l'ai écrasé pour qu'il puisse pas appeler les gendarmes, quoi. Je pensais que ça irait, quoi, qu'il était juste blessé. Quand je vois les photos du jeune homme qui est décédé, là, c'est très dur. C'est terrible, vraiment terrible. Et étant d'avocat de permanence et dans le cadre des obligations que l'on a, je suis là pour assurer la première audience. Donc j'hésitais à garder ce dossier.
Enfin, garder ce dossier, ça veut dire à continuer dans le cadre de l'instruction. Puis après, je suis allée voir donc Monsieur Rudy Carlin dans les geôles, la souricière. Ce sont des geôles qui sont en annexe aux locaux du tribunal. Ce sont des pièces toutes petites qui doivent faire peut-être 2 mètres sur 2, 4-5 mètres carrés, qui sont avec 2 bancs, une table style ciment et pas spécialement propre. Lorsque j'ai rencontré Monsieur Rudy Carlin dans les geôles, à ma grande surprise, j'ai découvert un homme complètement détruit, abattu, qui voulait d'ailleurs s'en prendre à sa vie, qui était dans un état d'angoisse, marqué par les produits toxiques, maigre, pas très grand, très triste, pas revendicateur, sans voix en fait, qui pleurait, par contre qui arrivait à me parler. Il avait vraiment besoin de communiquer, mais ce qu'il n'arrêtait pas de dire, c'est qu'il voulait pas ça, qu'il pensait pas que ce jeune serait décédé. Et qu'il a appris son décès après, que quand il a laissé ce jeune sur le bas-côté, il dit « je pensais que quelqu'un serait venu et qu'il l'aurait sauvé ». Quand je l'ai vu la première fois, il n'arrêtait pas de parler de ce jeune en fait, de que c'était terrible, qu'il voulait pas ça, il n'arrêtait pas de dire « je voulais pas ça ». En voyant son attitude et puis ce respect, c'est horrible à dire, mais un respect des victimes alors qu'il venait de commettre de tels faits, ça m'a donné en fait envie de l'accompagner dans le cadre de cette instruction. C'est une histoire digne d'une série américaine type Esprit criminel en fait, qui tient toute la région en haleine. Pauline Manès-Chemla, avocate de la partie civile. C'est le dimanche de la fête des mères. Le premier contact que j'ai avec les familles concernées, il date du dimanche soir qui suit directement les faits. Donc 48 heures après l'enlèvement, le meurtre et la séquestration de la jeune fille, on vient de retrouver cette jeune femme et rien n'existe comme dispositif de prise en charge médico-psychologique pour traiter un traumatisme aussi grave. Mon réflexe premier, ce n'est pas un réflexe juridique ou judiciaire. Mon réflexe, c'est de m'assurer que cette jeune fille, elle puisse être prise en charge par un professionnel de la santé psychique. Et donc, je l'oriente vers un spécialiste du traitement des gros traumatismes. J'arrive sur ce dossier de manière assez inhabituelle puisque je prends connaissance de l'histoire via la presse locale. Michael Morley-Rivelli, expert psychologue. Quelques jours après, j'ai l'avocate de la victime qui me contacte. Elle m'envoie un SMS un dimanche après-midi m'expliquant que sa cliente est dans un état psychologique qui est catastrophique. Elle est extrêmement éprouvée par ce qui s'est passé. Et en fait, elle m'explique que ça fait 2 jours qu'elle écume l'ensemble des services hospitaliers et des cabinets de psychologues pour qu'un professionnel puisse prendre en charge sa cliente. Et me demande de la prendre en charge et je vois sa cliente dans les 48 heures qui suivent, me semble-t-il. Et le lendemain, la juge d'instruction m'appelle pour m'informer qu'elle va me désigner. Et donc se pose à moi la nécessité de faire un choix, puisque pour des raisons déontologiques et de conflit d'intérêts, je ne peux pas suivre une patiente que je vais voir en expertise. Donc j'appelle la victime, je lui fais part de mon choix qui est de privilégier ma mission d'expertise. Et à ce titre-là, je la réoriente avec son accord vers un de mes confrères et je l'informe que je la convoquerai quelques mois après à mon cabinet pour qu'on puisse faire l'expertise. Je rencontre Rudy Carlin à l'occasion d'un entretien clinique qui a duré plusieurs heures à la maison d'arrêt d'Épinal. Donc, comme c'est le cas habituellement, je le rencontre dans le parloir avocat. Alors évidemment, c'est un lieu qui se prête pas du tout à un entretien clinique parce qu'on est dans une vieille maison d'arrêt. L'individu est pas forcément toujours hyper concentré en tout cas suffisamment concentré parce qu'il y a du bruit autour de nous. Donc ça peut être parfois un peu difficile pour l'échange d'entretien parce que parfois on peut avoir des co-détenus qui passent très près, de portes qui sont pas toujours fermées. Il n'y a pas la discrétion, il n'y a pas l'aspect confidentiel qui est nécessaire à un entretien clinique mené en bonne et due forme. Rudy Carlin s'assoit devant moi, j'ai un individu qui est dans la tenue habituelle des détenus, c'est-à-dire qu'il est en survêtement.
Il a un aspect vestimentaire un petit peu négligé, mais j'ai un individu qui participe bien, qui verbalise bien, qui tout de suite rentre dans l'échange. Je vois un individu qui est en grande souffrance parce qu'il se pose des questions auxquelles il n'a pas de réponse, notamment sur son passage à l'acte. Il s'inscrira assez rapidement, via les questions que je lui pose, dans une démarche introspective sur notamment les conséquences de ces 2 passages à l'acte. Il y a tout de suite quelque chose qui me saute aux yeux. Rudy Carlin, c'est un voleur professionnel, ce qu'on appelle un délinquant utilitaire, c'est-à-dire qu'il a basculé dans la délinquance très tôt dans sa vie pour pouvoir bénéficier dans l'immédiat de ressources qui lui permettaient de vivre ou qui lui permettaient de pouvoir se déplacer. C'est un délinquant utilitaire. Le parcours délinquant de Rudy Carlin n'est pas celui d'un agresseur sexuel. C'est pas celui d'un auteur de violences sexuelles habituel, c'est-à-dire que Rudy Carlin, au moment où je l'examine, il a à peu près une 40aine d'années. Il a passé la moitié de sa vie en prison et il a un casier judiciaire qui porte 30 condamnations, dont seulement 2 ou 3 pour des faits de violence interindividuelle, mais aucun pour des faits de violence sexuelle. Donc ce qui m'interpelle tout de suite, c'est le caractère absolument exceptionnel, déjà de par la gravité des faits qu'on lui reproche, mais aussi exceptionnel de par la nature des faits qui lui sont reprochés. Un mois après son arrestation pour le meurtre, l'enlèvement et le viol près de Reims, Rudy Carlin est rattrapé par une nouvelle affaire. Un enlèvement qui a eu lieu 8 mois plus tôt à 90 km de là, à Charleville. Et le voilà de nouveau placé en garde à vue. Son avocate tombe des nues. Bonjour Rudy. Dis-moi, mais alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de Charleville? Bonjour maître. Charleville, ça n'a rien à voir. Je savais bien que je finirais par tomber pour cette histoire. À l'époque, je m'étais dénoncé moi-même dans un commissariat à Amsterdam. Et puis j'étais convoqué en France, mais je suis pas allé. Mais enfin, Rudy, c'était déjà une séquestration. Enfin, tu te rends compte de ce que ça implique aujourd'hui pour ton dossier? Mais maître, j'avais besoin d'argent. C'est tout. C'était dans un hôtel. C'est vrai que j'ai fait monter la réceptionniste dans ma voiture et que je l'ai menacée avec un couteau, ça c'est vrai. Mais je l'ai pas touché. Je voulais la caisse de l'hôtel, c'est tout. Il me donne à voir dans notre échange 2 personnes, voire 2 personnages. Il y a le Rudy Carlin de l'affaire de Charleville, qui est un voleur et un délinquant presque professionnel, aguerri, expérimenté, et qui est dans une délinquance utilitaire. Il voit de l'argent, il va braquer la réceptionniste de l'hôtel et il se pose pas la question de savoir si son passage à l'acte va avoir des conséquences psychologiques sur la personne de la réceptionniste. C'est-à-dire que la réceptionniste devient un moyen pour parvenir à une fin qui est d'avoir de l'argent pour pouvoir acheter de la drogue. En revanche, sur l'affaire de Reims, il m'exprime en fait spontanément, très rapidement, ses regrets d'une part, et d'autre part son incompréhension par rapport à ce type de passage à l'acte, me disant que c'est pas du tout dans ses habitudes, il a pas du tout cette représentation-là des femmes, c'est pas quelqu'un qui a déjà fait du mal à des femmes, il a un respect tout à fait adapté des femmes, et que là il ne comprend pas pourquoi elle est passée à l'acte sur le plan sexuel, pourquoi il y a un viol, pourquoi il y a une agression sexuelle, pourquoi il y a de la violence physique aussi. Bien, monsieur Carlin, avant de venir vous rencontrer dans le cadre de cette expertise psychologique, j'ai lu votre dossier. Vous n'aviez jamais été condamné pour des faits de nature sexuelle. Comment expliquez-vous que ça se passe maintenant? Moi, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. J'aurais été à jeun, c'est sûr que je l'aurais rien fait. Je suis tombé bien bas, vous savez, j'ai bousillé la vie d'une gamine, j'arrive même pas à y croire encore. C'est pas moi, ça. Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé? Au départ, je voulais sortir avec une fille. J'avais bu, j'avais fumé du shit. J'ai vu une voiture sur le côté, une fille qui paraissait mignonne dedans. Je suis repassé devant pour bien voir la fille. Et puis je suis parti un peu plus loin pour charger le fusil. Et ensuite j'ai été, je sais pas, comme un prédateur. Je suis revenu au niveau de la voiture, je les ai braqués, j'ai tiré sur le gars. Avant de passer à l'acte, en se disant est-ce que vraiment je vais le faire ou pas? Il exprime d'ailleurs cette hésitation à la victime, qu'elle me rapporte aussi dans mon expertise que je fais de cette personne.
Elle fait ce qu'on voit dans justement les séries américaines, c'est-à-dire qu'elle essaie de l'humaniser. Donc elle fait beaucoup parler de lui. Pendant les 3/4 de cette nuit, il va lui parler de sa vie, de son enfance, de son parcours de délinquant. Elle essaie justement de le faire parler. Et elle dit que c'est pour l'empêcher de réfléchir. Parce que le projet sexuel, il l'a assez tôt dans la soirée. Mais elle pense qu'il va l'abandonner parce que quand il lui parle de lui, finalement, il lui parle plus d'avoir des relations sexuelles. Donc elle imagine que c'est comme ça qu'elle va lui faire oublier son projet. Et puis ça marche plutôt bien pendant une très grande partie de la nuit. Donc elle est confortée dans cette sensation qu'en lui parlant et en travaillant ce rapport de confiance, finalement, il va abandonner son projet. Et lui-même reconnaît qu'ils se sont bien parlé et que, après, alors est-ce que c'est vrai ou pas, il dit que il regrette d'autant plus parce que cette gamine, elle lui a vraiment bien parlé. Il était en confiance avec elle, elle s'est intéressée à lui comme très peu de personnes avaient semblé le faire. Côte B109. Expertise psychologique de Michael Morlet-Rivelli. Dans les heures qui précèdent son passage à l'acte, Rudy Carlin est clairement alcoolisé et sous l'effet de sa consommation de médicaments. Il nous dit « J'ai bu, j'ai fumé du shit, j'ai pris mon Subutex ». À la recherche d'une fille pour satisfaire un besoin sexuel, il croise la voiture dans laquelle est installé ce jeune couple. C'est précisément là que nous pensons que ces consommations toxiques ont pu jouer un rôle désinhibiteur comportemental. Elle a réussi à le contenir un minimum, mais le souci, c'est qu'il s'est remis à boire en milieu de la nuit. Elisabeth Rota-Gualtieri, avocate de Rudy Carlin. Et là, avec l'alcool et les consommations, les addictions qu'il avait, puisqu'il prenait les médicaments aussi, ça a été terrible puisque le fait de lui parler, d'essayer de rechercher une fibre d'humanité chez Monsieur Rudy Carlin, ça n'a pas suffi. Malheureusement, là, il est passé au viol. Il a dit qu'avec l'alcool et puis les cachets qu'il avait pris, que sa pulsion est revenue. Et là, il reparlait encore de la pulsion. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'à un moment donné, il succombe à ce qu'on appelle le biais de la dépense gâchée. Le biais de la dépense gâchée, c'est, en gros, de manière générale, c'est je ne supporte pas de ne pas avoir de retour sur investissement. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Rudy Carlin se dit, de toute façon, au point où j'en suis, foutu pour foutu, autant assouvir un besoin sexuel. À ce moment-là, il exprime ça à la victime, il reboit un coup, et puis je crois qu'il lui dit un propos du type je vais quand même te violer, et puis la victime ayant eu jusqu'à présent la présence d'esprit de le tenir autant vigilant que possible pour pouvoir le déconnecter ou le déconcentrer par rapport à son objectif initial, va se retrouver contrainte de subir un acte sexuel, de subir un viol. Il faut bien comprendre qu'une situation criminelle est toujours une situation opportune dans le sens où le passage à l'acte va pouvoir se faire parce qu'il résulte de la combinaison d'un ensemble de facteurs qui, conjugués les uns aux autres dans un même espace-temps, rendent possible le passage à l'acte. Si par exemple une voiture de police était passée à côté de cette voiture-là, le viol n'aurait peut-être pas eu lieu. Si Rudy Carlin n'avait pas usé et abusé des substances toxiques, alcool, stupéfiants, etc., peut-être que le passage à l'acte n'aurait pas eu lieu. Donc, en effet, il a une expérience, il est alcoolique, il est toxicomane depuis très longtemps, depuis son adolescence. Il a une expérience de ces substances, il a aussi une très grande expérience de l'effet que ces substances vont avoir sur lui. Il y a une opportunité de facteurs qui font qu'à un moment donné, la situation va permettre le passage à l'acte sexuel. Retrouvez Christophe Andelat pour la suite de Code B dans un deuxième podcast déjà disponible sur votre plateforme. Bonjour madame, je suis enquêtrice de personnalité, et j'interviens dans le dossier de votre fils. Est-ce que vous pouvez me parler de lui, de Rudy? Oh, vous savez mon fils, peu importe ce qu'il a fait, mais ça reste mon fils. Je serai toujours là pour lui. C'est moi qui l'ai élevé. Son père, lui, il m'a frappé, il m'a envoyé à l'hôpital. De toute façon, il voulait pas d'enfant. Alors c'est moi qui me suis occupé de Rudy.
Ça devait pas être facile, hein, d'élever un enfant toute seule. Oh, on a vécu pendant 2 ans chez ma mère. Mais elle me donnait pas le droit de m'occuper de Rudy. Rudy, il avait le droit de tout. Et quand il faisait une bêtise, c'est moi qui prenais pour lui. Et après, j'ai rencontré un homme. Oh, je crois que ça l'a perturbé, ça, Rudy. Avec lui, j'ai eu un autre enfant. Mais lui non plus, il m'a pas laissé être la mère de Rudy. Oh, il était très, très, très autoritaire. Une fois, il l'a fait passer à travers une baie vitrée. Et s'il mangeait un yaourt sans autorisation, par exemple, eh bien, il l'obligeait à tout manger, jusqu'à ce qu'il soit malade. C'est un individu qui, très tôt dans sa vie, se retrouve dans une instabilité assez permanente. Michael Morley-Rivelli, expert psychologue. Il bénéficie d'un environnement familial qui est extrêmement peu structurant, peu étayant. De mémoire, son père, il ne l'a pas connu, il le rencontrera de manière très parcimonieuse à son adolescence. Il y a un beau-père qui arrive dans sa vie très vite. Je me souviens qu'il raconte un épisode où son beau-père lui brûlait les mains quand il faisait des bêtises à l'âge de 2 ans. Il est d'une fratrie qui a été recomposée un certain nombre de fois en regard des différentes unions de ses parents. Il a été indiqué par son entourage que son beau-père était très méchant avec lui, qu'il était victime de violences. Elisabeth Rota Gualtieri, avocate de Rudy Carlin. Mais en réalité, il n'y a jamais eu de plainte. Mais une certitude, c'est que Rudy Carlin a été placé. À partir du moment où il était placé, c'est qu'il était en danger, et ça c'est constant, ça n'a pas été contesté, hein. Il a été en danger dans son foyer, justement au moment où il y avait son beau-père. C'est un individu qui a toujours été très carencé sur le plan affectif, sur le plan éducatif, sur le plan social, qui sera placé de l'âge de 13 ans jusqu'à ses 18 ans en foyer. Il me dira d'ailleurs que globalement, il passait 2 mois de son année en foyer, le reste du temps, il était tout le temps en fugue. Les toxiques, il a commencé à en consommer au moment où il est parti, après son placement. Parce que comme il fuguait, il était souvent à la rue. Du coup, il était seul et puis face à des mauvaises rencontres. Au niveau de la scolarité, il n'a pas pu avoir une scolarité normale, hein, puisqu'il était tout le temps en fugue. C'est un jeune qui était incapable de se poser et qui n'a jamais regagné son foyer. Hein. Des jeunes parfois qui sont placés quelque temps et qui retournent chez eux, et c'était pas le cas de Rudy. Code P53, enquête de personnalité. À l'âge de 8 ans, Monsieur Carlin dit fuguer pour la première fois du domicile parental. Toujours à 8 ans, il aurait commis son premier cambriolage pour se procurer de l'argent. Il a 15 ans lorsque son parcours scolaire prend fin sans avoir obtenu le brevet des collèges ou un autre diplôme ou formation qualifiante pour la suite. Du côté de sa vie sentimentale, il a eu quelques relations, mais qui n'ont pas pu durer plus de quelques mois ou quelques années, car Monsieur Carlin finissait toujours par retourner en prison. On peut dire qu'il n'a pas bénéficié de l'environnement dont il aurait dû bénéficier pour pouvoir envisager un développement psycho-affectif harmonieux et adapté à la vie sociale, ce qui engendrera plus tard chez lui un trouble de la personnalité antisociale. C'est un trouble de la personnalité qui se manifeste notamment par une appétence habituelle à la transgression des droits d'autrui, à la transgression des règles sociales, à la non prise en considération des conséquences de ses actes sur autrui, par une impulsivité, une instabilité permanente. Élément clinique qu'on retrouve en totalité chez Rudy Carlin, il présente vraiment un tableau clinique complet. Code B109, expertise psychologique de Michael Morley-Rivelli. La honte, la culpabilité que peut exprimer Rudy Carlin consécutivement à ses actes nous semble être authentique, de même que l'empathie qu'il manifeste à l'encontre des 2 victimes. Il nous dit « Je me sens mal, je lui ai bousillé la vie, en plus j'ai bien parlé avec, je suis vraiment un bâtard. On parlait comme si on était potes, ça se fait pas des trucs comme ça. Je m'en veux à un point. Je regardais des putains de trucs à la télé, des émissions de crime, et maintenant j'en suis. Ils avaient l'avenir devant eux. Putain. » Il dit que quand il a vu cette jeune fille, il l'a trouvée très belle.
Et il a eu directement une pulsion, alors que dans son parcours, il n'a pas de pulsion, Rudy Carlin. C'est incompréhensible aussi. Comment en un regard très rapide, alors qu'il conduit, il a pu avoir comme un coup de foudre pour cette jeune fille. Il a dit que quand il a vu ce couple, il aurait bien aimé en fait vivre ça. D'avoir vu ce couple au bord de la route, heureux, puisqu'il est revenu et il a sûrement voulu prendre la place de ce jeune homme. Et là, pour le coup, il n'y avait plus aucune limite. Et effectivement, pour prendre la place de ce jeune homme, il a commis des crimes atroces. Est-ce qu'il avait envie de prendre la place du petit copain? Pauline Manès-Chemla, avocate de la partie civile. Après les faits de nature sexuelle dans la voiture, au petit matin, il prend la main de ma cliente, donc il conduit la voiture, et il lui prend la main, et elle dit elle-même, il fait comme si on était un couple. Et c'est répugnant. Elle rêve que d'une chose, c'est de sortir de la voiture et elle se dit « Bon, maintenant qu'il a fait ce qu'il avait à faire, il va me lâcher. » Et lui, il lui prend la main, cette fois-ci avec tendresse, très très malsain. Et elle dit elle-même qu'elle ressent qu'il veut faire comme si il y avait un couple là, ce qui est répugnant. Code B109, expertise psychologique de Michael Morlet-Rivelli. L'état psychologique évalué au jour de l'examen de Rudy Carlin montre un individu en grande souffrance qui nécessite une prise en charge psychothérapeutique adaptée au long terme. Un effondrement dépressif et un risque suicidaire ne sont pas à exclure dans le cas où il ferait l'objet d'une peine d'emprisonnement ferme. Pendant mon examen clinique, Rudy Carlin me fait part de troubles du sommeil, qui se manifestent notamment par des cauchemars, dans lesquels il me dit revivre un certain nombre d'éléments, des scènes du tir sur le jeune homme et de l'enlèvement de sa compagne. Et il y a en effet un certain nombre d'éléments qui me laissent à penser que Rudy Carlin est sujet à un trouble de stress post-traumatique. Et je le mets dans mon rapport parce que c'est important je pense que quand on est expert psychologue, c'est important de pouvoir investiguer cette dimension-là. Rudy Carlin ne vit que dans le passé. Il ne pense plus, il ne se projette dans rien. Il voulait simplement vivre pour rendre des comptes, pour pouvoir s'expliquer, mais il ne pourra jamais espérer avoir une vie normale où il est hanté par ce qu'il a commis. Mais hanté, mais au quotidien. Il n'y a pas une fois où j'ai vu Rudy Carlin où il ne m'a pas dit pourquoi j'ai fait ça, je mérite pas de vivre. Ils avaient tout. Ils parlent de leur couple. C'est ça qui est surprenant aussi. Ils parlent de leur couple, que c'était un beau couple et qu'ils auraient pu faire leur vie ensemble, alors qu'ils étaient tout jeunes. Et pour lui, il répétait sans cesse, ils auraient eu une famille ensemble, ils auraient vécu ensemble, ils étaient heureux ensemble. Il ne s'est pas approprié la jeune fille, en fait, dans son... C'est ça qui est surprenant aussi. C'est comme s'il avait vraiment réalisé complètement toute la situation juste après la commission des faits. 2 ans et demi après son arrestation, Rudy Carlin est renvoyé devant la cour d'assises de la Marne pour meurtre et pour viol. Il a 44 ans. Il encourt la perpétuité. À l'arrivée du procès, Rudy Carlin n'avait aucune appréhension pour lui-même. Elisabeth Rota-Gualtieri, avocate de Rudy Carlin. Ses seules appréhensions, c'était la famille, le regard de la famille, la souffrance des familles. Pour lui, il ne demande rien du tout. Il veut rien. Il m'a jamais dit combien de temps je vais rester en prison, quelle peine je vais avoir, est-ce que je pourrai sortir. Il a aucune prétention pour lui-même, il a même pas envie de vivre de toute façon. Et il a honte de lui. Sa maman m'a fait dire à son fils qu'elle serait toujours là.
qu'elle l'aime et qu'elle serait toujours là. Il y a aussi 2 membres de sa famille qui étaient présents à l'audience, très très proches, et qui m'ont demandé de lui dire qu'il l'aimait et qu'il serait toujours là également pour lui. Et lorsque je lui ai retransmis ça, ça lui faisait plus de mal qu'autre chose, parce que ce qu'il me disait, c'est qu'il était en vie que pour le procès et qu'il n'arriverait pas à vivre avec ça, que jamais il pourrait se pardonner. Mesdames et messieurs, la cour. C'est la première fois que Rudy Carlin était présenté devant une cour d'assises. Il a été condamné à de très nombreuses reprises, mais pour des faits délictueux, jamais pour des crimes. La salle est grande. C'est une salle qui est d'origine de la construction du tribunal. C'est une salle qui est impressionnante, c'est pas une salle moderne. Faites entrer l'accusé. Lorsque Rudy Carlin se présente, il est recroquevillé, il ne se lève pas. Quand on l'interroge, il se cache en fait au maximum, mais il répond clairement à toutes les questions qui lui sont posées. Il aurait le droit de garder le silence, c'est un droit de la défense. Il répond à toutes les questions. Il ne se lève pas, il reste assis dès le premier jour jusqu'au dernier jour, caché derrière son micro. Pauline Manès-Chemla, avocate de la partie civile. Et puis il dit, ouais, je reconnais tout. Tu peux en mode, je reconnais, passons à autre chose. C'est la sensation que ça me donne. Et moi, là, j'étais pas du tout d'accord avec elle et ça m'a fait de la peine même pour lui. Parce que c'était pas du tout le cas. Et quand j'ai plaidé, moi, à la fin, j'ai repris les termes de la plaidoirie de l'avocate en indiquant que s'il aurait pu se coucher au sol, qu'on ne le voit pas, eh bien il l'aurait fait, tellement il a honte de lui. Et le regard des victimes, des familles, est trop dur pour lui, tellement il se dégoûte. Et lui-même employait le verbe dégoûter, comme quoi il se dégoûte lui-même, il s'injuriait lui-même. Maître Rota Gualtieri, vous avez la parole pour la défense de Monsieur Rudy Carlin. J'ai interrogé Monsieur Rudy Carlin pour savoir pourquoi il y avait autant de haine envers ce beau-père. Et je l'ai plaidé. Je ne l'ai pas plaidé pour essayer d'atténuer quoi que ce soit, mais pour qu'on comprenne qui il est. Pour qu'on arrive à le juger en ayant bien la vision de sa vie depuis qu'il est enfant. Et il nous manquait ce bout de puzzle pour comprendre. Rudy Carlin est condamné à la prison à perpétuité, assorti de 22 années de sûreté. Il ne fait pas appel de sa condamnation. C'est la fin de cet épisode dont la raconte version Code B. L'enquête d'aujourd'hui était signée Marion Douzet, la réalisation est de Guillaume Vassot, la rédaction en chef de Guillaume Maury. Retrouvez On de la raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.